Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Vous nous suivez des quatre coins de Kinshasa, la capitale. Très chers téléspectateurs, sachez que vous êtes dans On en parle, votre tranche matinale. C'est un nouveau jour aujourd'hui, des nouvelles opportunités vous sont offertes. Alors souriez et surtout soyez de bonne humeur parce que vous avez Jésus. Et pour dire merci à celui qui donne toutes ces opportunités, à celui qui donne le souffle de vie, à celui qui protège, nous allons prendre cette chanson Jubilé des El Georges et on se retrouve tout juste après. El Georges. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout temps. Je suis la preuve que Nzamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler. La 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 la. On jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. On jubile la 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 la. Au moment où je m'attendais le mois, à moi il est venu se révéler. Mon péché avait compromis l'alliance, par son amour il a renouvelé. Kandemolo qui m'a cambona yon kakate, na salabaga fait belé. Bah il n'a pas cessé de me dire qu'il m'aime, même quand je me suis rébellé. Mais comment il fait pour m'aimer? Je n'en reviens pas qu'il m'aime. Encore après tout ce que j'ai fait, il m'a dit qu'il n'a pas cessé de m'aimer. À celui qui a pu faire infiniment au-delà de tout ce que j'ai demandé. À lui seul soit la gloire. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout temps. Je suis la preuve que Nzamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler. La 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 la. On jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. On jubile la 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 la. Je me suis retrouvé déboussolé, je pleurais toutes les nuits sans m'arrêter. Personne n'arrivait à me consoler, je ne savais pas où aller m'abriter. Heureusement que naïba qui kobuka mabolongo na sena sambelaki. Sambayoka kilo sambonanga, sambayoka ki payano naki. Mais comment il fait pour m'aimer? Je ne reviens pas qu'il m'aime. Il a formé des projets de bonheur et de paix pour moi, il m'aime. Ah, celui qui a pu faire infiniment au-delà de tout ce que j'ai demandé. À lui seul soit la gloire. Je ne reviens pas qui m'aime toujours autant. Azama l'amour, il est bon tout temps. Je suis la preuve que Nzamba Zama l'amour. Il est la définition même de l'amour. C'est ce qui me fait jubiler. La 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 la. On jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. On jubile la 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 la. Yeah yeah. Yeah yeah. On jubile la 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 la. Chante avec moi la 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 la. Oh toi je jubile la 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 la. Oh oh. On jubile la 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 la. Dans on parle musique, on parle business, on parle sport, on parle tant d'autres choses. Mais aujourd'hui, le sujet retenu est comment devenir un bon entrepreneur. Et pour cela, nous avons invité pour vous
un entrepreneur, celui que j'appelle coach Eugène Kandolo, que je salue. Coach, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous allez bien? Toujours très bien. Au fait, On en parle, on partage la bonne humeur. J'espère que vous êtes déjà de bonne humeur. Je suis toujours de bonne humeur. Toujours. Voilà. Ok, nous allons parler aujourd'hui de comment être un bon entrepreneur avec vous et avec Leïla, une habituée dont on parle. Leïla, bonjour. Bonjour Aurélie. Tu vas bien? Très bien, et toi-même? Ça va, j'espère que tu es de bonne humeur aussi, de bonne humeur également. Comme le coach. Hein. De bonne humeur. On va donc partager cette bonne humeur aujourd'hui. On va essayer de transmettre au fait aux téléspectateurs qui nous suivent. Ok, alors des citations? Oui, une citation justement en rapport avec notre sujet du jour, comment devenir un bon entrepreneur. Eh bien moi, je vous propose cette citation en rapport avec la motivation, vu que je me dis que ça doit être certainement une des qualités d'un bon entrepreneur, être motivé. Alors c'est une citation de Oscar Wilde. Oscar Wilde, eh bien ce fut un écrivain, un romancier, un dramaturge et un poète irlandais. Et il dit ceci dans sa citation, il dit « Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez, vous finissez dans les étoiles ». Moi, j'aime alors énormément cette citation qui vise justement à dire il faut voir grand, il faut avoir des objectifs colossaux, j'ai envie de dire. Il faut viser grand. Au moins, si vous visez grand, si vous n'arrivez pas à atteindre totalement vos objectifs, au moins vous finirez par un point un peu plus haut, c'est-à-dire les étoiles. Alors, ne visez pas bas, visez toujours, mais alors toujours haut, toujours plus haut. C'est comme ça que toi, tu comprends cette citation. Alors, coach, comment vous la comprenez, notre citation du jour? Sans être très, très loin de sa pensée, je crois que, effectivement, la citation pousse les gens à ne pas s'apitoyer sur leur sort, à ne pas, effectivement, vautrer dans la médiocrité, parce que en réalité, la vie demande à ce que quand on fait bien, demain qu'on fasse très bien, le lendemain qu'on fasse de façon excellente. Donc, si on ne va pas sur cette échelle, donc on va commencer à tourner en rond et par conséquent, on n'a pas d'ambition. Mais il y a un mais. C'est très important. Okay. Généralement, les gens aiment voir grand. Voir grand, en fait, c'est trop facile. Il n'y a rien du mal à... Voilà, il n'y a rien du mal déjà que la citation nous pousse. Mais le problème, c'est comment t'es comporté pour arriver à cette grandeur. Parce que c'est très important, c'est pas moi qui l'ai dit. Napoléon Bonaparte dit ceci. L'ambition dont on n'a pas des compétences est un crime. Donc, au-delà du fait de voir grand, au-delà du fait d'avoir une grande ambition, il faut se donner les moyens d'en arriver. Je crois qu'on va décortiquer avec la thématique d'aujourd'hui. C'est que vous êtes d'accord avec ce que Napoléon a dit? Absolument, absolument. Alors, coach, vous êtes entrepreneur. Comment vous définissez le mot entrepreneur? Pour vous, c'est qui un entrepreneur? Bon, il y a plusieurs définitions de ce mot, mais vous devez retenir ceci. Un entrepreneur, c'est un porteur de projet, c'est celui qui fait quelque chose de manière basique, qui fait quelque chose avec passion, mais avec un objectif d'avoir un retour sur l'investissement. Parce que entrepreneuriat a toujours deux concepts. Il y a le concept de service et les concepts de bénéfice. Parce que tu ne peux pas entreprendre si tu ne sais pas en fait quel est le problème que tu résous, quelle est la satisfaction que tu veux apporter aux autres, quels sont les besoins auxquels tu veux répondre. C'est en répondant à ces besoins que tu rends un service. Mais en même temps, tu ne rends pas ce service juste pour le beau yeux. Tu t'attends à quelque chose, à un retour, à un bénéfice. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Donc, vouloir faire des services sans s'attendre au bénéfice, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Vouloir aussi faire de bénéfices sans avoir rendu service, c'est pas de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que si tu fais de service et que tu ne t'attends à rien, c'est comme un peu du bénévolat, c'est comme un peu Maria Teresa ou je ne sais pas moi dans l'humanitaire. Si tu veux aussi avoir de bénéfices sans service, c'est comme la loterie en fait. C'est un peu une sorte de facilité. Il y a des gens qui ont de l'argent sans avoir vraiment fait de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour dire que l'entrepreneuriat n'a pas que comme objectif avoir de l'argent. C'est d'abord la passion de rendre un service, la passion d'apporter une solution. Donc, c'est un peu du donnant-donnant. Exactement. La passion d'apporter une solution à un problème donné de la communauté ou de l'humanité. Je vais dire ça comme ça. Mais aussi le fait qu'on y trouve la satisfaction, non seulement parce que on a rendu ce service, mais parce que on s'est épanoui en le rendant, notamment en ayant des dividendes. Très chers téléspectateurs, ça se sent que vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas d'avoir vos papiers et vos stylos entre vos mains. Avant de continuer avec ce sujet, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait sur l'entrepreneuriat et on se retrouve tout juste après. Étant l'action de créer de la richesse ou de l'emploi par la création ou la reprise d'une entreprise,
l'entrepreneuriat est multiforme. Aujourd'hui en RDC, l'initiative et le courage ayant gagné le chef de la population, les entrepreneurs croissent en nombre considérable, les demandes d'emploi n'étant plus valorisées. La capitale Kinshasa est bondée actuellement des modèles entrepreneuriales. Quelques têtes d'affiche qui ont excellé ont fait parler d'elles. À l'instar d'Eric Mandala, propriétaire de la structure de production événementielle et chaîne de télévision Univers Group. Lina Pembe, créatrice de marque Habitat Décor, et Abed Achour avec Sokin et Rotana. Un modèle réussi qui inspire une ribambelle de jeunes entrepreneurs congolais. Mais les questions se posent, comment être un bon entrepreneur? Quelles sont les qualités nécessaires qu'il faut régorger? Ces questions semblent faire couler encre et salive, néanmoins nécessitant des pistes de solutions. Ces nouveaux numéros de On en parle tentent d'apporter de l'éclairage sur ce problématique soulevée. Bienvenue à tous. Voilà, c'était là l'état de lieu sur l'entrepreneuriat. Je pense que vous avez déjà eu à prendre quelques notes. Donc, on va continuer avec le coach. Coach, moi, j'aimerais savoir, vous avez dit que l'entrepreneuriat, c'est du donnant-donnant. Moi, j'aimerais savoir... En quelque sorte, oui. Oui, en quelque sorte. C'est quoi le rôle d'un entrepreneur? Bon, en fait, on n'entreprend pas juste par effet des modes. Ça, c'est quelque chose de très important quand on parle du rôle. L'entrepreneur n'a pas un rôle spécifique qui est commun à tout le monde. Parce que en réalité, on n'entreprend pas pour, comment je vais dire, pour les autres et non pas pour soi. On entreprend d'abord pour soi. Ça veut dire on veut participer à l'organisation d'un monde. On veut participer à l'avancement de notre communauté. On s'est dit quelle est la solution que moi je peux apporter sur un problème spécifique dont j'ai les compétences ou pour lesquelles je peux m'aguerrir de manière à avoir des compétences pour subvenir à ce problème. Et donc, l'entrepreneur a pour rôle de contribuer à un ensemble de solutions pour l'avancement, soit de son pays, soit de son continent, soit du monde. Parce que quand un entrepreneur met en place un projet, il le développe, il y a plusieurs personnes. Je prends l'exemple aujourd'hui, Mark Zuckerberg a mis en place Facebook. Aujourd'hui, ce ne sont pas que ses copains qui se connectent. Nous tous, nous avons des comptes Facebook et nous trouvons satisfaction en l'utilisant et nous avons de facilité à retrouver peut-être des amis avec qui nous avons étudié à l'école primaire qu'on ne savait plus retrouver. Ils sont à un coin du monde. Donc, cet outil a permis à ce qu'il y ait une solution donnée par rapport à une situation de la vie. Mais les solutions ne sont pas toutes données. Parce que en réalité, si les entrepreneurs se disent que il faudrait donner des solutions qu'aux problèmes qu'on voit à l'œil nu, ça veut dire il y a certaines solutions qu'on n'apporterait pas. Il y a eu un jour quelqu'un qui se réveille, qui regarde, il s'est dit mais comment on peut faire pour voyager mais en prenant les airs. Il s'appelle Clément Ader, donc il crée l'avion. Quelqu'un d'autre s'est dit, alors qu'il n'y a jamais eu des pétitions pour dire que bon voilà, nous devons avoir tous de montres. Quelqu'un d'autre trouve que l'humain a un besoin d'avoir une montre qui lui permette de connaître quel temps il fait. Quelqu'un d'autre peut se dire, je vois que les gens font des distances, des dames dans mon quartier, elles font des distances pour aller à Bandal au niveau de bloc pour aller se faire de coiffure. Je peux mettre au coin de notre avenue le même format, le même modèle pour qu'elle ne puisse pas, non pas seulement partir loin, parce qu'avec les problèmes de transport et d'embouteillage, elle peut se retrouver en retard par rapport à son problème et que moi, je puisse leur donner le même service de qualité, mais à proximité. En fait, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réduit en fait le problème dans sa communauté, qui apporte des solutions. Donc, il a en quelque sorte ce rôle d'apporteur de solutions par rapport à un problème bien donné. Leïla, oui, monsieur Eugène, moi j'aimerais revenir à la définition du mot entrepreneur. Ouais. Par votre définition, vous avez dit qu'un entrepreneur, eh bien, c'est un porteur de projet. Et par rapport aux explications que vous venez d'avancer tout à l'heure, eh bien, un entrepreneur, c'est une personne qui essaie de trouver des solutions aux problèmes donnés, genre dans leur quartier, dans une communauté et tout ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut entreprendre? Oui et non. Parce que, en fait, comme je dis dans TAM ici, que l'entrepreneuriat se définit de plusieurs manières. Je vais prendre deux approches de l'entrepreneuriat. L'approche anglo-saxonne, britannique, du mot entrepreneur, de l'entrepreneuriat, on voit les business purs et durs. Ça veut dire, on est dans les affaires, c'est ce qu'on peut interpréter. Et un homme d'affaires n'est pas forcément un entrepreneur à proprement parlant. La nuance, c'est quoi? Un homme d'affaires, son produit principal, c'est l'argent. Ça veut dire il peut investir de l'argent dans des projets dont même lui-même ne comprend pas la tête et la queue. Mais il met de l'argent là-bas parce que lui, il veut juste avoir de bénéfices. Donc,
quelqu'un d'autre peut être en train de travailler. Lui, il vient, tu as un comptoir de diamants, il te donne le capital. Tu fais, l'autre va, par exemple, à Dubaï acheter des habits, lui donne de l'argent. C'est un homme d'affaires. Alors qu'un entrepreneur, il porte un projet, il chérit le projet, il fait partie intégrante de ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est très, très important de soulever cette nuance. C'est comme ça que tu vois à la tête de la plupart des entreprises de la Silicon Valley, le propriétaire, le boss est d'abord lui-même le travailleur de cet entrepreneur. C'est comme Mark Zuckerberg, c'est comme Bill Gates, c'est comme Steve Jobs, ainsi de suite. Donc, il fait partie intégrante de ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire si l'entreprise demande 6 compétences, il doit au moins avoir une des compétences de ces 6 compétences, sinon pas peut-être 2 ou 3, et puis engager d'autres compétences. C'est exactement ça. Donc, il est partie intégrante. Maintenant, sur l'approche américaine de l'entrepreneuriat. En fait, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. L'approche américaine de l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément ceux qui font du business. Ça peut être l'entrepreneuriat social, ça veut dire qu'il prend aussi en compte le bien-être de la population, de l'humanité. Ça peut être même de l'activisme. Oui, l'entrepreneuriat est pris au sens large. C'est pour cela, aux États-Unis, par exemple, les médias sont des entreprises à part entière. Il n'y a pas de ministère de communication et médias là-bas. Donc, ils répondent à la logique d'une entreprise de manière formelle, de manière stricte. Vous comprenez? Parce que en fait, tout le monde qui fait quelque chose et qui peut trouver une passion dans ce qu'il est en train de faire, il fait de l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez que déjà, rien que par des approches, on peut se dire qu'il n'y a pas une façon figée d'aborder, de voir l'entrepreneuriat. Je vois souvent des débats ici chez nous. Bon, qui est entrepreneur, qui n'est pas entrepreneur? Aujourd'hui, les jeunes gens pensent qu'être entrepreneur, c'est être sur tout ce qui est technologique. Par exemple, je ne sais pas d'où est venue cette idée-là. Au point que quelqu'un qui met en place une application qui n'a ni tête ni queue, pour la vente de musique, alors qu'on a la musique dans nos téléphones, dans les ordinateurs, et qu'on peut suivre sur YouTube. Aujourd'hui, avec la télé à la maison, tu peux facilement regarder YouTube sur ta télé, mais quelqu'un te dit qu'il a trouvé une innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est la vente de musique en ligne. Mais il se moque de celui qui vend les babouches à Zandu. Il croit qu'il est plus entrepreneur et il a tous les concepts qui se fait voir, en fait, qui donnent l'impression d'être branché. Business flow, business plan, business model, cash flow, CA. En fait, il utilise des concepts pour impressionner. Je suis start-upper, j'ai ma start-up. Bref, en fait, c'est creux. Quand tu ne sais pas rendre service au vrai sens du mot et trouver ne serait-ce $1 sur le service que tu as rendu, ça veut dire que tu n'entreprends pas. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a une génération, c'est pas mauvais de participer au concours, notamment des jeunes entrepreneurs qu'on organise par-ci, par-là. Mais tu ne peux pas passer toute ta vie à ne faire que des concours. Ça veut dire, aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes entrepreneurs qui connaissent tout de comment on remplit les formulaires pour participer au programme de Tony Lumelou ou je ne sais pas moi de qui, mais qui ne connaissent rien de comment vendre ne serait-ce qu'un produit et avoir un bénéfice de $5 sur ce produit-là. Mais ils se croient plus entrepreneurs que les autres. Mais D'où messieurs, la question d'ailleurs que tu vas parler juste après moi, d'où la question que j'allais vous poser, coach. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs ici au Congo. Mais est-ce que dans leur tête, ces entrepreneurs-là s'émettent qu'ils doivent répondre à un besoin quelconque? Ça, c'est la première question. Et avant que vous ne parliez de ces jeunes entrepreneurs, vous avez parlé des certaines approches. Moi, j'aimerais savoir, les Congolais font partie de quelle approche? Ok, très bien. 2 questions à la fois. La première question, est-ce que ces jeunes-là, Oui, ils se mettent en tête qu'ils répondent à un besoin. Oui. Certains, oui. Mais malheureusement, d'autres, non. D'autres font de l'entrepreneuriat juste comme effet des modes. Aujourd'hui, il y a 2 concepts qui sont en fait un peu fans. C'est entrepreneuriat et leadership. Ouais. J'ajouterais aussi même les concepts de coach. Aujourd'hui, les gens aiment s'appeler coach. C'est à la mode. Ça fait, je sais pas, ça fait brancher ou quoi. Oui. Alors, il y a là qui, juste pour effet des modes et pour faire fan, ils veulent s'appeler entrepreneurs. Mais il y en a d'autres qui ne sont guidés que par le besoin d'avoir de l'argent. C'est pour cela, en fait, ils ne se demandent pas quelle est la solution qu'il apporte. Tu comprends? Oui, je comprends. Alors, donc, il est dans ça, il cherche quelles sont les rencontres, des salons, mais en fait, le monde d'aujourd'hui, c'est le rendez-vous du donner, du recevoir. Tu peux aller à toutes les conférences où on parle de l'entrepreneuriat, tu peux te payer des billets. Des fois, moi, j'ai même du mal. Il y a des jeunes qui s'endettent pour
payer peut-être un billet, aller dans un salon de l'entrepreneuriat à Dubaï, se faire de photos, ou bien en France, ou bien ici, il y a des salons et des rencontres où les jeunes payent $500 ou je sais pas moi 1000. Mais en fait, pour se faire de photos. Mais après, il n'y a pas de dividende parce qu'il n'a rien vendu là-bas. Il n'a rencontré aucun client. Et finalement, ça reste pour son propre fantasme. Mais je suis en train de dire. Il ne se dit pas peut-être qu'il va pour apprendre et puis après ce qu'il va apprendre, ça pourra lui apporter quelque chose. Après, tu sais, dans la vie, et j'allais y revenir parce que en fait, au fil du temps, j'allais donner 6 clés pour être un bon entrepreneur parce que notre sujet, c'est exactement c'est ça. Et en parlant de la question d'apprendre, l'apprentissage n'est pas quelque chose de vague. Déjà qu'il y a une citation qui dit Tota vita scola est, toute la vie est une école. Mais en disant ça, on ne peut pas passer toute sa vie en ne faisant qu'apprendre sans pratiquer. Ça, c'est très important. Oui. Donc, tu passes dans 20 forums des entrepreneurs, mais tu n'appliques rien, ne serait-ce qu'un seul jour. Ça veut dire c'est du gâchis. C'est un peu comme des gens qui accumulent des diplômes d'université pour leur propre fantasme, parce que en fait ils ont un complexe dans la société et ils veulent qu'on dise il a 6 diplômes post-universitaires. Mais est-ce que ça contribue à transformer l'humanité? Est-ce que ça a apporté une solution pour la famille? Tu vois cette personne peut-être avec des chaussures usées. Je ne dis pas que ça, mais les signes extérieurs sont aussi importants. On ne reconnaît pas l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Là aujourd'hui, nous sommes dans un monde des communications et c'est très important. Nous ne sommes plus à l'époque, surtout nous autres qui sommes issus du moule de la communication. Je dis toujours, la communication n'est pas un domaine du cordonnier mal chaussé. Ça veut dire toi-même, tu communiques mieux sur toi, tu es présentable, tu as la prestance, tu peux prétendre communiquer sur les autres et sur leurs produits. C'est très important. Et l'entrepreneuriat considère tout ça. Mais je ne dis pas qu'il faut du matin au soir. Je connais des jeunes entrepreneurs qui sont toujours en blazer comme moi. Ils ont mis la poudre. Mais en réalité, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Y a des gens qui, c'est pas mauvais. Tu peux avoir un héritage. Vous vendez une parcelle familiale, tu vas payer les bureaux pour mettre sur Facebook, pour que tu dises que tu es entrepreneur parce que juste tu as des bureaux. Mais tu n'as jamais vendu un seul service où il y a un retour. Et tu te moques de celui qui est sur la moto. Tu dis, il s'appelle entrepreneur, mais je l'ai vu sur la moto. Mais justement, lui, il a compris que l'entrepreneur ne vit pas par impression, mais parce que en réalité, il porte un projet, il a une solution qu'il doit apporter, et il ne veut pas faire du gaspillage parce que l'entrepreneur doit aussi connaître l'éducation financière. Et l'éducation financière, c'est te permettre de faire moins de dépenses possibles que ce que tu gagnes de manière à faire accroître ton chiffre d'affaires. Parce que si tu commences à entreprendre aujourd'hui avec $200 ou même avec $10,000, il faudrait que au bout de l'année, on voit que le capital a augmenté. Ça veut dire que tu n'as pas que des bénéfices et tu bouffes et tu gardes toujours le même $200 du début. Ça veut dire 10 ans après, ton capital est toujours de $200 et tu es fier de toi. Non, le capital doit autant augmenter. Il doit y avoir la croissance. C'est la troisième notion à côté de services et bénéfices. C'est la croissance. L'entreprise doit croître. Hier, tu étais en train de faire des choses à une certaine échelle. Le lendemain, tu augmentes. Voilà. Parce qu'il ne faut pas être de ceux qui bouffent les bénéfices du jour au jour. Ça veut dire, tu as un capital de $1,000, tu fais des bénéfices de 500, tu bouffes les 500, demain tu vas investir. Monsieur Eugène, en parlant des finances, excusez-moi de vous couper la parole. Je dois finir maintenant la deuxième question. Moi, je n'oublie jamais les questions. C'était par rapport aux approches. Les Congolais sont dans quelle approche? D'abord, les Congolais, il faut savoir que je suis tenté de dire, et c'était sur ça qu'on s'est mis d'accord avec l'un de mes auteurs, qui a sorti un livre, Entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui, parce que moi, j'ai une maison d'édition, les éditions Cas Possible, j'entreprends aussi dans ces domaines-là, de l'édition, et en discutant sur l'entrepreneuriat au Congo, parce que sa question, c'était que il se demande comment, au début des années des indépendances, il y avait beaucoup d'entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, la courbe a changé, on a beaucoup plus d'expats, de Yang, de Ching, Ke, de Dokolo, de Jano Bemba, de Baro Manoka, de Fonchi, comme à l'époque. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que les entrepreneurs congolais ne puissent plus, en fait, émerger. Alors que dans leur propre pays, il y a des gens qui viennent avec des babouches, mais qui construisent des immeubles. Donc, et de cela, on réfléchissait sur l'écosystème entrepreneurial. Mais la chose sur laquelle nous sommes mis d'accord, c'est que les Congolais a d'abord l'ADN de l'entrepreneuriat. Regardez un peu le réflexe de survie que le Congolais a.
Tu verras une jeune dame au coin de l'avenue en train de faire des spaghettis, des œufs. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'entrepreneuriat? C'est l'étape embryonnaire de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, elle fait quelque chose. Ça lui donne. Parce que en fait, souvent, on pense que pour qu'on commence à parler entrepreneuriat, il faudrait qu'on parle en termes de millions de dollars. Mais aujourd'hui, il y a des politiciens qui volent 200 millions de dollars. Il n'est pas entrepreneur. Il s'est retrouvé avec 200 millions. Il n'a jamais entrepris de toute sa vie. Tu comprends? Donc, l'entrepreneuriat ne commence pas quand on commence à citer du gros chiffre d'affaires. Okay. Donc, mais ça, c'est l'étape embryonnaire. Il faut professionnaliser ça. C'est la nuance maintenant que j'étais en train de faire. Ça, c'est le réflexe de survie. C'est en fait l'étape rudimentaire où tu vois un jeune faire sa cabine, mais il faut t'en méfier. Je connais des jeunes qui continuent à faire des cabines, mais qui a déjà 2 taxis qui font le transport sur terrain, qui a déjà acheté une moitié de parcelle à Lingwala, qui fait autre chose, mais qui continue. Toi, tu les vois juste comme jeunes de cabine. C'est généralement l'attention que j'attirais tout à l'heure sur le fait que l'apparence peut être trompeuse, parce que la nouvelle génération de la jet set quinoise des entrepreneurs, c'est beaucoup plus, on a mis la poudre, on s'est bien coiffé, on frime, et puis on s'est fait de photos pour mettre sur Instagram. C'est pas ça de l'entrepreneuriat. Mais pour ceux qui sont encore dans cette étape-là embryonnaire de l'entrepreneuriat, mais comment professionnaliser ce qu'ils sont en train de faire? Justement. Elle fait des spaghettis au coin et tout ça. Il y en a qui vendent des biscuits, des sucres et tout ça devant leur portail. Comment professionnaliser? C'est un réflexe. Ça peut être lié à la condition dans laquelle il se retrouve, et ça s'appelle condition d'émergence. Ça veut dire c'est le réflexe en fait que tu as dans une situation qui veut t'étouffer. Et ça, c'est la résilience. C'est déjà une qualité pour un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur peut avoir du coup, même quand il a déjà 1 milliard, il peut retomber et se retrouver par terre avec 0 franc dans son compte. Et cette résilience, cette capacité à se relever, à ne pas s'avouer vaincu, on peut lire ça dans la plupart des Congolais, parce que nous sommes dans un pays qui nous a pas donné beaucoup de perspectives d'amélioration de vie. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème très sérieux d'emploi et d'employabilité. Pourquoi l'entrepreneuriat devient incontournable au Congo? C'est à cause de ça. On a un problème sérieux d'emploi et d'employabilité. Ailleurs, aujourd'hui, on parle de taux de chômage, en France, aux États-Unis. Mais en réalité, ça paraît un phénomène mondial, mais c'est différent. La particularité du Congo, c'est que, chez les autres, c'est peut-être déjà parce que c'est saturé, qu'il n'y a plus d'emploi. Mais au Congo, c'est vierge. Ça veut dire on n'a pas encore suffisamment créé d'emploi, on n'a pas encore suffisamment créé de cadre d'emploi et d'employabilité que les jeunes se retrouvent dans cet état de chômage et de pauvreté. Dans les secteurs publics, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui entreprennent. Aujourd'hui, Dieu merci, je l'avais dénoncé dans mon livre que j'ai sorti il y a 5 ans, Oser l'entrepreneuriat en RDC, où j'ai démontré le tableau de la RDC, où pour être recruté dans une entreprise publique, on n'avait jamais, pendant 10 ans, on n'avait jamais vu un concours officiel. Maintenant, on commence à voir, l'OCC recrute, mais ça ne s'est passé pas. Donc ça, on voyait seulement des gens recrutés dans des entreprises publiques, OCC, DGI, DGRAD, ainsi de suite, mais on n'avait jamais des concours officiels. Les seuls concours officiels qu'on avait dans ces pays, c'est quand on veut recruter dans l'armée. Alors, dans le secteur privé, qu'est-ce qui se passe? On bouffe les jeunes à toutes les sauces, avec cette histoire de stage professionnel qui dépasse les délais prévus par le contrat social de la loi sur le travail. Et ce stage, au bout de ces stages, je connais beaucoup de banques qui utilisaient des jeunes. On les amène pendant 6 mois, on dit que c'est stage professionnel. Au bout de ces stages, on va apprécier si vous allez être retenu ou pas. Au bout de ces stages, on fait partir tout le monde alors qu'ils ont fait le travail des employés. Et puis, on prend d'autres. Et ainsi de suite, ces banques évoluent comme ça. Il y a par exemple aussi ces phénomènes de sous-traitance. Un phénomène qui, au départ, selon certaines études économiques, ce n'était pas une mauvaise pratique. Mais dans ce pays, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des grosses boîtes, de grosses entreprises. Le dirigeant de ces entreprises créait des agences de sous-traitance. Officiellement, dans cette entreprise, ce poste a par exemple $1000 comme salaire. Mais le directeur général adjoint, le chargé de ressources humaines de l'entreprise, crée avec ses amis une agence de sous-traitance. Cette agence recrute pour l'entreprise et les jeunes qu'on recrute là-bas, ils récupèrent $1000 de salaire, mais ils payent $300 à ces jeunes-là.
Même pas la moitié de ses salaires. Il y a eu beaucoup de pratiques comme ça qui ont fait que finalement les jeunes Congolais étaient vulnérables et qu'il y avait un besoin réel. Autre fait, pourquoi il y a eu beaucoup de cas de détournement, de vols dans des banques, des jeunes? Comment tu peux gérer des comptes où tu vois des millions de dollars? Tu gères des comptes corporate, mais dans ta propre banque, on est incapable de te donner un crédit pour que tu achètes un véhicule nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Toi qui vois chaque jour de gros billets, tu vois chaque jour de gros montants, tu es tenté à cramer les comptes et à fuir. Et c'est comme ça que beaucoup de jeunes ont volé, mais avec de gros badges. Je travaille dans telle banque. Ils vont même dans des terrasses et des boîtes VIP mettre des chevalets de réservation, réserver telle banque, alors que la banque ne l'a même pas envoyé, juste pour frimer parce qu'il appartient à cette banque. Mais en réalité, il a un salaire minime. Et il ne peut même pas se projeter, c'est dire que au bout de 10 ans, il peut être viable tout en travaillant dans une banque. Vous-même en tant qu'entrepreneur. Laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi d'abord finir. Oui. Autre situation, c'est que dans tout pays normal, l'équilibre de l'économie est créé par l'existence de la classe moyenne. Et au Congo, il n'y a pas de classe moyenne. À un moment donné, on avait l'illusion que avec les entreprises publiques comme l'Amiba, l'Onatra, la Gécamine, c'était ça la classe moyenne. Mais avec l'effondrement de ces entreprises, on s'est rendu compte qu'en réalité, il n'y avait pas de classe moyenne. À un moment donné, on a eu l'illusion. Pour nous qui sommes consultants, qui travaillons dans des organismes internationaux, on se croyait que nous étions la classe moyenne. Pourquoi? Oui. Parce que quand à peine tu as la trentaine, tu as 27, 28 ans, mais tu touches par exemple $2000 le mois en tant que chargé de programme et tout ça. Mais en réalité, dans les organismes, je ne sais pas pourquoi la loi congolaise est faite comme ça, parce qu'ailleurs, on connaît des mêmes ONG qui sont au Congo, mais qui sont ailleurs, où il y a des indemnités de sortie. La plupart des organismes ici, les gens sont toujours en CDD, contrat durée déterminée. Et généralement, c'est 1 an ou 2 ans. Même si tu vois quelqu'un faire 10 ans dans une ONG, en réalité, on renouvelle les contrats après chaque une année ou bien après chaque 2 ans. Et par conséquent, il n'est pas tenu à avoir les décomptes finaux à la fin de son boulot. Ça veut dire que quand le boulot se termine, il s'effondre. Parce qu'il n'a pas de perspective. On ne construit pas la classe moyenne avec des salariés de ce genre de choses. Et pour construire la classe moyenne, il faut, la réponse, c'est l'entrepreneuriat. Et quand on injecte, on encourage l'entrepreneuriat des jeunes, on va créer la classe moyenne parce que ces fossés est très criant entre des gens très riches et qui se sont d'ailleurs très mal enrichis parce que la plupart d'entre eux ont volé l'argent de l'État et une population de 98% ou 99% très très pauvre et il y a un fossé. Il faudrait qu'on crée l'équilibre. Il faudrait que la classe moyenne puisse occuper même 40% de la population et ça va créer l'équilibre, ça va développer le pays, ça va créer plus d'emplois et on n'aura pas beaucoup de dérives que j'ai dénoncées ici tout à l'heure. Leila, tu avais une question? Oui, j'ai 2 questions au fait. Par rapport aux finances, tout à l'heure vous avez parlé de finances, justement avoir de connaissances par rapport aux entrées, aux dividendes, aux bénéfices. J'aimerais savoir, y a-t-il des études appropriées justement pour arriver à devenir un entrepreneur, un bon entrepreneur? Y a-t-il des études à suivre? Bon, c'est vrai que y a un débat là-dessus. J'ai vu que maintenant il y a des facultés d'entrepreneuriat, j'ai vu qu'on met. Mais en même temps, voilà, management et tout. Mais en même temps, je crois que il y a toujours une dimension de don dans chaque être humain. Parce que sur une échelle de 100 grands entrepreneurs à travers le monde, je crois que 80% d'entre eux sont des autodidactes. On peut prendre, j'ai parlé tout à l'heure de la Silicon Valley. Mark Zuckerberg, il est en premier graduat, il abandonne presque les études pendant ces moments quand il met en place son entreprise. C'est après, il y a 3 ans maintenant qu'il vient de finir, de défendre. Steve Jobs, c'est carrément des autodidactes. Ils ne sont pas allés dans une école d'entrepreneuriat, si ce n'est que sa propre expérience et voir comment les autres ont fait et trucs. Parce que quand on commence à apprendre l'entrepreneuriat formel comme une faculté, c'est vrai qu'il faut initier les gens à la culture de l'entrepreneuriat. Parce que l'université chez nous forme des chercheurs d'emploi au lieu de former des créateurs d'emploi. Il faudrait plutôt orienter ça comme un esprit entrepreneurial, mais pas comme des dogmes, comme tout un enseignement sur l'entrepreneuriat. Sinon, en fait, ça devient une faculté où on a un diplôme en entrepreneuriat et on croit que avoir le diplôme ne sont éligibles à l'entrepreneuriat que sont ceux qui ont les diplômes. Un peu comme dans
J'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont 6 diplômes d'université, mais qui n'ont résolu aucun problème dans la communauté. Est-ce que je suis contre les études? Non. Il faut équilibrer. J'ai dit tout à l'heure que tota vita sclola est. Les compétences sont des 3 ordres. Il y a des compétences innées. Tu n'es même pas parti à Sorbonne pour apprendre à faire ça. Il y a des compétences acquises. Et les compétences acquises sont acquises de 2 ordres. Premièrement, dans un cursus normal d'études, d'apprentissage, de formation. Et il y a deuxième acquisition, c'est par l'expérience. C'est l'expérience qu'on a. Pourquoi moi je suis à l'aise de parler de l'entrepreneuriat? Laisse-moi d'abord un peu parler de moi. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes entrepreneur vous-même? Mais au-delà de ça, comment je me suis retrouvé entrepreneur? On va revenir, on va y revenir. Donc vous prenez le temps de souffler. Alors on va prendre notre deuxième clip, c'est la chanson Prayer de Céline Banza et on revient tout juste après pour parler de comment être un bon entrepreneur. Sambela mewa belinde Ngono mewa benoengo Kaya terembe Lela tadamo Sambela mewa belinde Ngono mewa benoingo Kaya terembe Lela tadamo Ganza patembe gamolamo Lindo e ganza patembe Gamola molindo e Oh Ganza patembe gamola mo Lindo e ganza patembe Gamola molindo e Ngono awembe Modoka wanza patembe Ngono awembe Modokawa I pray for my sister I pray for my story I pray for my brother I pray for my son Yeah Awembe Ngono awembe Modokawa I miss you, my daddy. I pray for my music. I pray for my giza. I pray for my country. Yeah, awembe, awembe. Modoka wanza patembe. Awembe, awembe. Modoka wanza patembe, yeah, munoa wembe. Modoka wanza patembe, munoa wembe. Modoka wanza patembe. C'était la prière de Céline Banza, une chanson que moi personnellement j'ai aimé, une très belle chanson. Leila, je pense que toi aussi tu as aimé. Moi également. Alors réagissez, vous qui avez des suggestions, vous qui avez quelque chose à dire sur les sujets d'aujourd'hui, réagissez, envoyez des messages au numéro qui est affiché sur le bas de votre écran. Leila, tu avais 2 questions, tu n'en as posé qu'une seule. Oui, ma deuxième question est celle de savoir, Monsieur Eugène, est-ce qu'il y a de principes clés justement pour arriver à devenir un bon entrepreneur? Ok, comme dans tout domaine de la vie, et la vie elle-même, elle est basée sur de principes. Mais ces principes peuvent être appliqués et contextualisés selon, en fait, le cas. Alors, des manières quadrillées, je peux dire qu'il y a 6 clés. 6 clés pour être un bon entrepreneur. La première des choses, c'est qu'il faut savoir se lancer. Ça
c'est en fait le plus grand blocage. Beaucoup de gens aiment que ça soit parfait avant de se lancer. Beaucoup de gens ont peur du quand dira-t-on. Beaucoup de gens se gênent. Ah, moi aussi on va me voir parce que peut-être nous on était habitués à telle vie. Maintenant si on me voit en train de faire telle activité, moi je suis la femme de Du coup, ils veulent commencer grand, au fait. Voilà, ils veulent commencer grand. C'est les défis de se lancer. Savoir se lancer est très important. Et vous verrez que dans tous les principes de développement personnel ou de coach en leadership, on parle de combattre la procrastination. Cet effet de remettre à demain chaque fois ce qu'on peut faire tout de suite. Et ça, c'est très important. Et il faut toujours pas attendre le moment parfait. Parce que les entrepreneurs, ce sont des preneurs de risques. Vous pouvez voir un environnement où on dit, je vais te donner un exemple. À Goma, par exemple, les Nord Kivu, de façon générale, est considéré comme un endroit à risque ou insécurité, tout ça. Mais c'est là qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'hôtels qui ne sont pas dans d'autres provinces. Il y a beaucoup d'activités. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui trouvent de l'opportunité dans l'endroit où toi tu penses que ce n'est pas parfait. Donc il faut savoir soit s'adapter à un contexte, soit créer un contexte favorable pour se lancer. Ça c'est le premier principe. Deuxièmement, savoir apprendre. Ça c'est très important. Une chose est de se lancer, mais une autre et d'apprendre. C'est très important. Monsieur Etienne, je ne vous coupe pas la parole. J'aimerais savoir, revenons au premier principe, s'élancer. Est-ce qu'il faudrait s'élancer seulement avec un fonds, commencer avec un fonds, nécessairement commencer avec un fonds? Là, tu me fais rentrer dans une notion très importante. C'est quoi cette notion? C'est la notion de savoir, en fait, quelles sont les activités dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a 4 groupes d'activités. Premièrement, il y a ce qu'on appelle achat et vente, c'est le commerce. Ça veut dire que ça suppose que tu as au moins de quoi acheter pour vendre. Mais dans le commerce, il y a aussi des gens aujourd'hui qui ont trouvé des astuces. Il n'a pas forcément le fond, mais il trouve un produit, il le montre à quelqu'un d'autre qui accepte ce produit-là à un prix que lui, il lui propose. Il lui donne de l'argent, lui récupère le produit, il lui donne et il reste avec le bénéfice. Ça lui permet d'avoir quelque chose de bénéfice. Et s'il fait ça sur l'échelle de 10 personnes, il peut avoir un fonds pour démarrer. Donc, achat et vente. Ça, c'est la première activité dans l'entrepreneuriat. C'est les commerces. Et les plus souvent, c'est les gens les plus oubliés aujourd'hui. Ils sont tout pleins à Zandu. Généralement, il y a les Wistaf, il y a le frère de Wewa, qui sont beaucoup plus à Zandu, si tu vas faire sociologiquement, parce que moi, en tant que chercheur sur la question de l'entrepreneuriat, je peux même comprendre la sociologie de qui entreprend où et qui fait. À Zandu, c'est cette catégorie-là. Ils sont pleins. Ils achètent, ils font des commerces au Nigeria, à Dubaï, en Chine, en Turquie, Brazza. En fait, ils font ce commerce. Achat et vente. Achat et vente, ce n'est pas seulement à Zandu. Tu peux acheter, faire commande de Kabelo, et puis tu revends. Des sacs pour les femmes. Tu fais des commandes, tu vends. Tu peux racheter à Zandu au prix des gros et tu viens vendre au prix des détails. Ça, c'est la première activité de l'entrepreneuriat. Deuxième activité de l'entrepreneuriat, c'est achat, fabrication et vente. Ici, on est dans l'industrie. On est dans l'industrie. Ça veut dire on achète un certain nombre de produits que nous, on met ensemble, on transforme pour un autre produit fini et on vend. Et l'étape la plus embryonnaire de l'industrie, on voit ça au coin de nos rues. Les beignets. Les beignets sont faits de quoi? Farine de fromage, sucre, huile, sucre vanillé. On tourne, on mélange et on sort les beignets. Fabrication. Donc, achat, fabrication et vente. C'est une activité. Et ça s'est fait à l'imité industriel. Les usines de mousse, les usines de savon, de lotion, tout ça, on est dans achat, transformation et vente. C'est la deuxième activité dans l'entrepreneuriat. Troisième activité dans l'entrepreneuriat, c'est les prestations de services. Ça ne demande même pas que tu puisses avoir un fonds. Les prestations de services sont de plusieurs ordres. Ça peut être des cleaners, ce qu'on appelle les techniciens des surfaces. Ça peut être, par exemple, ceux qui vous font de mèches, de plantes, des tresses, parce que il n'a pas besoin forcément d'avoir un capital. Elle a son don, son talent. Toi, tu achètes, tu amènes tes mèches et tu amènes l'argent. Et elle te coûte. Sur une échelle d'une semaine, si elle fait, par exemple, 6 têtes, elle a un fonds. Elle peut acheter un gros miroir, elle peut acheter la poudre pour que la prochaine fois quand tu viens, elle a au moins quelques outils, elle peut acheter des peignes et elle peut industrialiser son activité. Ça, on est dans la prestation de services. Dans la prestation de services, il y a des conférenciers, il y a des gens qui sont des moi, je suis conférencier professionnel. On me paye pour des prestations. Il y a des interprètes, des gens qui font de la traduction, il y a plusieurs, des commissionnaires, c'est des services.
des courtiers. Donc là, on est dans service, prestation des services. Maintenant, la 4e catégorie, c'est créativité et vente. Nous sommes dans l'industrie culturelle et artistique. Quelqu'un qui fait son œuvre d'art, quelqu'un qui écrit son livre, quelqu'un qui sort sa chanson et on produit cela et on vend. Donc, 4 activités. Chacun peut se retrouver dans ces 4 activités et faire son activité entrepreneuriale. Je crois qu'on a compris. Et pour cela, tu comprends qu'il y a des activités qui ne demandent pas de fonds. Il y a d'autres. C'est comme ça que même avec la loi OHADA, quand tu vas pour créer l'entreprise, si en principe on demande pour le SARL d'avoir un fonds de plus ou moins $2000 que tu dois déclarer comme capital de départ. Mais si ton entreprise est dans la prestation des services, tu n'as pas forcément besoin d'avoir ces $2000. Tu peux démontrer que tu as un ordinateur qui coûte $600, une imprimante qui coûte 400 et que tu as $200 dans ce compte. Cela est déclaré au total 2000 et tu crées ton entreprise. Donc, et ça, c'est un fait. Alors, rentrons maintenant sur nos 6 principes clés. On était en train de parler de savoir se lancer. Deuxièmement, on a parlé de savoir apprendre. Beaucoup de gens n'aiment pas apprendre. Ou soit certaines personnes apprennent mal. Au lieu d'apprendre ce qui est utile pour toi, tu as des connaissances éparpillées. Du coup, en fait, tu retiens des concepts qui ne t'aident pas. Tu amènes, c'est quelque chose que tu as vu. Moi, j'ai vu des gens ici dans ces pays, on l'a primé meilleure innovation. Meilleure innovation, pourquoi? Il a mis en place l'application des comparateurs de prix. Mais parce qu'il a regardé Euronews. Il a vu qu'il y a les comparateurs de prix. Mais ça n'aide pas les gens ici. C'est pas approprié. Nous sommes à des années-lumière. Donc, deux fois, on prime de choses qui n'ont pas de sens. Quelqu'un veut faire le même modèle qu'Hubert. Le même modèle que, je ne sais pas moi. Quand il veut faire ici, nous n'avons pas de route. Les chauffeurs ne parlent pas français comme par exemple en face de chez nous ici à Brazza. Presque tous les chauffeurs ils connaissent les français. Je sais pas pourquoi. Il y a des voitures ici qui devraient déjà être déclassées il y a 20 ans, mais qu'on utilise encore. Du coup, en fait, comment on peut être performant avec ce type d'activité comme Albert? Donc, il faut pas juste faire du copier-coller, il faut savoir aussi adapter. Donc, apprendre, c'est aussi bien apprendre et contextualiser l'apprentissage. Tu veux investir, tu veux entreprendre dans le domaine, par exemple, du textile, sois juste sûr que tu es un bon marketeur et que c'est un peu comme le cas de Steve Jobs. Steve Jobs n'est pas un crack en termes d'ingénieur. Les Mark Zuckerberg, les Bill Gates, ils sont de très loin. Mais lui, en fait, son plus grand don, c'est le marketing. En fait, Apple, lui, il vient, il conçoit, il dessine, mais ce sont d'autres personnes qui formalisent le iPhone que vous voyez. Steve Jobs, son plus grand fort, ce n'est pas. Il avait des connaissances assez accrues dans le domaine, mais il n'était pas le meilleur crack. Contrairement à, par exemple, Bill Gates, qui est d'abord lui-même le cerveau moteur de Microsoft. Donc, coach, si je comprends bien, c'est qu'avant d'entreprendre dans un quelconque domaine, il faudrait d'abord se connaître soi-même. Exactement. Savoir quelles sont tes aptitudes, quelles sont tes compétences. J'ai parlé ici des sources de compétences. Il y en a innées, il y a des sources qu'on apprend, des sources acquises par la formation ou par l'expérience. Oui. Alors, c'est comme ça que tout à l'heure, je disais, moi, par exemple, pourquoi je suis à l'aise de parler de l'entrepreneuriat? Parce que c'est un ensemble de choses. D'abord, je suis né dans l'entrepreneuriat. Ma grand-mère était une commerçante. Elle n'avait aucun mot de l'entrepreneuriat, ni business plan, ni business model, ni cash flow, mais elle faisait tout ce qui est de l'entrepreneuriat. Elle faisait de commerce, elle avait des camions, elle ramenait des bitoyo, Kamina, Kalemi, elle faisait beaucoup de choses. Elle avait des élevages de bovins et des arbores, notamment les pondeuses des races sud-africaines, le Hiver, le Arbor. Elle avait des plantations, donc elle avait un certain nombre de choses. Je suis aiguisé déjà là. Moi, j'ai vendu le pétrole. Moi, j'ai vendu ce qu'on appelle les alimentations. Je connaissais les nombres de biscuits Petit Beurre dans une boîte. C'est 30. Si tu as la chance, tu peux trouver 31 ou 32. Donc, quand tu vas acheter, tu peux tomber. Si tu as la malchance, tu trouves une boîte qui a 29 ou 28. Or, on vendait les biscuits par détail. Quand les enfants viennent, par exemple, 3 biscuits. Donc, j'ai fait ces choses. Moi, j'ai vendu des ballots de friperie. Tu achètes les ballots, tu ouvres, les gens viennent choisir les habits et trucs. Donc, j'étais forgé à ces moules. Mais théoriquement, j'ai appris. Moi, j'étais consultant pour le Fonds national des microfinances, le FNM. Et j'étais directement le gestionnaire de l'image du DG. Et le Fonds national des microfinances s'occupe de quoi? D'aider les jeunes Congolais à créer des entreprises avec ce modèle qu'on appelle financement clé à main, où on aide étape par étape les jeunes à avoir une entreprise viable et généralement c'est des micro-entreprises associatives pour avoir de garde-fous. Donc j'ai un background assez truc. J'étais dans le monde
dans le secteur privé, dans le secteur public et dans le monde des organisations internationales. Ça fait 3 domaines qui me permettent d'avoir un background transversal. Je travaille dans une de grosses boîtes en matière d'agence de communication et de marketing en Afrique centrale qui gère la communication et marketing de l'une de boîtes américaines d'échange des monnaies. Et par conséquent, ça m'a donné parce que quand tu fais le marketing dans une télécom ou dans une brassicole, tu n'as que l'aspect marketing de cela. Mais quand tu es dans une agence qui accompagne de façon transversale tous ces domaines, tu as une vue transversale du marketing et par conséquent, le marketing est un domaine clé dans l'entrepreneuriat. Si tu ne sais pas marketer, si tu ne sais pas vendre, ça veut dire tu es nul parce que on ne fait pas ses produits et ses services pour le voir pourrir ou périr. Une des qualités à avoir. Troisièmement, Je vais être très très gentil avec vous. Je suis très gentil. Je continue d'être très gentil. On va prendre la les troisième. reportages. Oui, on va prendre le et reportage. puis on va aller vite avec les 4 clés qui restent. Parce Voilà, qu'on on va prendre les 4 clés qui restent juste après le reportage. Mais n'oubliez pas, très chers téléspectateurs, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous ce que vous pensez de ce sujet. On prend le reportage et on se retrouve juste après. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Je suis René Abel Makosi Mwanza. Par entrepreneuriat, je vois transformer ce qu'on est, ce qu'on a en échange avec le bien ou l'argent. Voilà. Je ne pense pas que ça change, ça reste toujours l'entrepreneur, peu importe les enjeux. Mais pour être un bon entrepreneur, premièrement, il faut être patient dans ce qu'on fait, persévérant aussi. Et surtout, il faut savoir épargner. Voilà. Du coup, il faut avoir l'esprit créatif et surtout chercher à commencer quelque part. Parce que des fois, je vois beaucoup de gens, ils pensent qu'il faut attendre peut-être des millions pour commencer à entreprendre maintenant. Je prends mon exemple, moi je me suis donné à faire même des beignets pour vendre à mes élèves. Parce que j'ai dit enseigner, j'ai essayé de gauche à droite pour toujours chercher là où ça va marcher. Et dans ça, il faut aussi aller dans les domaines où vous vous sentez à l'aise. Parce que ce que je déconseille aux jeunes, c'est de faire quelque chose parce que tu vois une autre personne est en train de le faire. Tu dois faire quelque chose que tu es sûr et que tu te sens à l'aise lorsque tu le fais. Tu vas le faire pendant beaucoup d'années ou durant toute ta vie. Et tu te sentiras trop à l'aise. Premièrement, il faut mettre de côté l'esprit de vite gagner. Vous voyez, dans l'entrepreneuriat, c'est comme vous plantez, vous mettez dans le sol le grain et vous allez attendre pendant longtemps. Alors c'est ça. Lorsque vous voulez gagner le plus tôt possible, là vous allez échouer. Donc vous pouvez échouer 10 fois et gagner 11 fois. Si ça sera votre réussite. Alors, il faut avoir du courage, il faut avoir l'esprit ouvert, parler, coopérer facilement avec le monde parce qu'on ne sait pas par où pourra avoir votre porte d'ouverture pour exceller. Bon, à la base, l'esprit créatif, je pense, tous les jeunes en ont, surtout les jeunes congolais, quinois, mais il faut aussi être coaché. Donc, avoir un mentor, un manager qui peut facilement vous orienter. Moi, c'est M. Gentil Tchalo. Je suis le responsable de l'agence de voyage GPS Travel Plus, qui est juste derrière ça maintenant. Donc, c'est ça, je suis un entrepreneur congolais. Donc, l'entrepreneuriat, en soi, c'est faire en sorte que la chose ou une conviction ou un esprit de créativité. Donc, en bref, c'est ça que je peux vous dire. Dans l'entrepreneuriat, d'abord, c'est savoir d'abord le discipline de soi, connaître ce que vous voulez faire et avoir l'objectif principal. Donc, c'est ça. Pour les jeunes, comme étant jeunes aussi, dans notre pays, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être employés quelque part ou travailler dans un bureau, faire quoi que ce soit. D'abord, il faut avoir d'abord les idées, avoir des visions pour un jour devenir aussi grand. C'est comme quelqu'un qui disait que si on est né, on est venu dans une famille pauvre, et donc là, ce n'est pas notre choix. Mais si on meurt pauvre, c'est votre propre choix. Donc c'est ça l'entrepreneuriat. C'est battre d'abord, donc avoir l'objectif principal dans la vie. Pour être un bon entrepreneur, d'abord, il faut avoir les disciplines de soi. Donc on n'est pas se fatiguer.
Même si ça ne marche pas, il faut être déterminé d'abord. C'est être déterminé pour atteindre l'objectif de soi. Donc, c'est pas commencer quelque chose, si ça boite et puis directement tu abandonnes. Là, tu es comme quelqu'un qui fait les aventures dans la vie. Donc, l'entrepreneuriat, c'est oser. Donc, c'est oser dans la vie. Faire une aventure qui toi-même, tu sais où est-ce que je vais y aller. Donc, c'est ça, être un entrepreneur. C'est ça. C'était là les réactions de certaines personnes par rapport à notre sujet du jour. Vous aussi, n'oubliez pas, envoyez-nous vos messages, envoyez-nous vos réactions à travers le numéro qui est juste au bas de votre écran. Alors, coach, on continue avec les étapes. Oui, je te disais, savoir se lancer, savoir apprendre. Et la troisième étape, c'est savoir investir dans le temps et travailler dans les temps, parce que c'est très important. Beaucoup de gens veulent s'aimer aujourd'hui et voir la récolte aujourd'hui. Oui. L'entrepreneuriat, en fait, c'est apprendre aussi la loi de la patience. Ça, c'est très important. Ça, c'est le troisième principe. Ce n'est pas aujourd'hui que tu commences l'entrepreneuriat, tu veux directement avoir une range Vélard. Parce que dans notre entendement congolais, entrepreneuriat est lié directement au matériel. Et du coup, si tu te retrouves en train de faire 5 ans, tu n'as pas encore cela, et que les autres se moquent de toi, tu vas te retrouver comme ces gens-là qui volent les téléphones dans les magasins où tu vas aller faire le porte-à-porte à Dubaï. Alors, quatrième principe, c'est savoir s'associer. Ça, c'est très important. Tu peux avoir une idée, mais tu n'as pas les compétences pour faire tout. Tu vois, tout à l'heure, j'étais en train de parler de peux être fort en marketing, mais ce n'est pas toi qui connais l'aspect technique de l'entreprise. Donc, il faut savoir s'associer, mais s'associer, pas pour s'associer, mais s'associer selon les compétences et les objectifs qu'on veut atteindre. Parce qu'il y a aussi une chose. S'associer aussi selon la vision que j'ai. Exactement. Oui. Il y a aussi une chose, c'est pour cela on parle de la vision personnelle et vision partagée en leadership. Il y a une chose, mais quand je parle de s'associer, il ne faut pas faire le fétichisme de l'union. Parce que les Congolais, généralement, ils ont des a priori du genre parce qu'on était associés et que si, par après, tu vois que tu peux évoluer seul, salut Wenge. Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on était associé au départ qu'il faut seulement qu'on reste toute la vie associé. Ça, c'est très important. Il faut savoir toujours contextualiser ce qu'on fait. Cinquièmement, c'est savoir diversifier les domaines. C'est un risque dans l'entrepreneuriat de rester sur une seule chose. Il y a toujours des à côté qu'on peut prendre comme de vaches à lait, qui peut être de produits secondaires, mais liés à ton produit principal. Et ça, c'est très, très important. Ne pas rester centré sur une même chose. Sur une même chose. Parce que le secteur peut s'écrouler. Et si tu n'avais pas su investir dans autre chose, du coup, tu t'écroules. Donc, c'est très important. Il faut savoir diversifier, mais pas en désordre. Et enfin, il faut savoir s'adapter. Tout à l'heure, je disais que le secteur peut s'écrouler. Tu peux être, par exemple, dans le secteur immobilier aujourd'hui parce que ça fait du boom. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à... Et puis après, quand ça devient saturé. Donc, tu dois savoir s'adapter. Ceux qui étaient dans le taxi il y a 5 ans, 10 ans, aujourd'hui ne font plus le même bénéfice. Parce que le monde est saturé, il y a davantage de catch qui sont entrés. Finalement, si hier, tu avais par exemple le versement de $100 le jour, aujourd'hui tu as peut-être le versement de $30 le jour ou bien de $20. Du coup, en fait, si tu as plus de charges et que tu ne faisais que ça, ça veut dire que tu es mal barré. Il faut savoir diversifier. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle le serial entrepreneur. Donc, des gens qui sont dans plusieurs domaines. C'est un peu comme la race de ceux qui ont émergé avec notamment les restrictions de Covid. C'est ceux-là qu'on appelle les slashers. Ça veut dire c'est des auto-entrepreneurs, mais qui sont capables de multiplier plusieurs activités, de répondre. Tantôt, il est influenceur, il est peut-être dans, je sais pas moi, dans la vente de produits de beauté, mais parce qu'en fait, tout est lié autour de sa personne. Donc, vous voyez que tout se tient. C'est comme moi, par exemple. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau, je suis en train de parler à l'aise parce que j'entreprends, j'accompagne les entrepreneurs, je suis formateur, je suis conférencier et en tant que conférencier, je sors de livres qui sont liés à mes thématiques des conférences et je les vends au lieu de faire comme tout le monde, de commencer à avoir une chaîne YouTube et commencer à faire de vidéos. En fait, je trouve mon business model orienté vers mes propres aptitudes et pour créer mon originalité. Et c'est comme ça qu'un entrepreneur vit. Et par conséquent, tu ne vas pas pleurer. Notre tranche matinale touche à sa fin. Alors, tu as une dernière question pour le coach? Alors, j'aimerais qu'on aille vite, coach. J'aimerais juste que vous essayiez de citer 3 qualités principales que devrait avoir un entrepreneur.
Premièrement, la connaissance de soi. La connaissance de soi. La résilience. Ok, la résilience. Et l'empathie vis-à-vis de gens avec qui tu es. Parce que beaucoup de gens produisent des bonnes choses, mais ils ne savent pas le vendre. Parce que comme je l'ai dit, en fait, j'allais dire, l'empathie est inclus dans le marketing. Aujourd'hui, le marketing ne doit pas être juste un département au sein de l'entreprise. Okay. Toi, l'entrepreneur, tu dois avoir des atouts de marketing. Il faut pas attendre de saluer les gens le jour où tu as des produits à main. Salue les gens chaque jour. Parce que si ta voisine, après 4 mois de cohabitation, tu l'as jamais salué et que le matin, tu te réveilles, tu dis « Bonjour Aurélie ». Et puis Aurélie même, Elle a trouvé ça bizarre. Et puis juste après, tu dis non, tu sais, j'ai des sacs qui sont venus de Nigeria. Est-ce que tu peux prendre? Elle va refuser parce qu'elle va dire. Donc cette salutation, c'est parce que il y a un intérêt. Mais si chaque jour tu salues Aurélie, qu'est-ce qui se passe? Aurélie peut même acheter ce sac par honte, par contrariété. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire elle est tellement gentille avec moi. Mais tu as quelle couleur? Oh, c'est moi le noir et le rouge. Mais j'ai beaucoup de sacs rouges et noirs. Bon, tiens, dans 4 jours c'est l'anniversaire de ma cousine. Je vais lui acheter ce sac. En fait, elle a acheté le sac, non pas parce que c'est d'abord le sac, mais elle a acheté la personne. Le marketing, c'est cette capacité de se vendre d'abord soi-même avant même de vendre son propre produit. Merci, monsieur. Alors, coach, moi, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés auxquelles sont butés les entrepreneurs, au fait, les jeunes entrepreneurs ici au Congo. Ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup. Déjà, c'est vrai qu'il y a eu une tentative de résoudre certains problèmes avec la création du guichet unique de création d'entreprise pour faciliter un peu à ce qui concerne la formalisation, parce qu'il y avait beaucoup qui étaient dans l'informel. Mais l'informel, le formel ne vient pas seulement juste parce que tu as des documents. Tu peux avoir des documents de RCCM et trucs, mais tu n'as aucun marché. Parce que, en fait, l'écosystème entrepreneurial n'est pas en faveur de jeunes entrepreneurs. Regarde, par exemple, il faudrait que de la loi sur l'entrepreneuriat puisse, par exemple, dire que quand il y a appel d'offres, et que pour les jeunes entrepreneurs, tout ce qu'il y a comme marché de, par exemple, 10 000 à 100 000, les grandes entreprises et les expatriés ne puissent pas concourir. Tu vois, ça, c'est des lois pratiques qui peuvent permettre aux jeunes entrepreneurs d'émerger. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut créer. Il y a des taxes, il y a des impôts, des choses qu'on peut alléger. C'est des difficultés qu'il y a. Merci beaucoup, coach. Merci. J'espère que nos téléspectateurs ont beaucoup appris de vous. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. C'était un plaisir partagé. Merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. Merci, Aurélie. De rien, coach. Merci à toi, Leïla, d'avoir été là avec nous. Merci surtout pour les citations. Et les questions qui nous ont permis et les questions, qui ont permis surtout à nos téléspectateurs d'apprendre beaucoup, d'apprendre beaucoup aujourd'hui. Alors, très chers téléspectateurs, c'est la fin de cette tranche matinale. On se retrouve au prochain numéro. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Au revoir.